Nous célébrons aujourd'hui la fin de cette Deuxième Guerre mondiale dont le bilan est invraisemblable. 60 millions de morts, dont 40 millions de civils, des millions d'estropiés, des familles exterminées, des peuples anéantis, une barbarie avec l'horreur de la Shoah jamais connue auparavant. Pour notre pays, 74 départements métropolitains sur 90 ont subi des dommages irréversibles et plus de 20% du capital immobilier a été détruit. En 1945, près d'1 million de ménages sur les 12,5 que compte alors la France se trouvent sans abri, des villes entières ayant été rayées de la carte comme Le Havre, Caen ou Brest. Les voies de communication routières, ferroviaires et maritimes sont en grande partie ruinées, de même que l'industrie et l'agriculture. Le rationnement est alors institué en France. 200 grammes de pain par jour, 200 grammes de viande par semaine, et ça va durer jusqu'en 1949. Toutes les raisons sont à nouveau réunies pour que cette sempiternelle guerre entre voisins franco-allemands ne renaisse de ses cendres comme ce fut le cas en 1939. Pourtant, un homme né à Luxembourg d'une mère luxembourgeoise et d'un père venant d'Evranges, donc de France, mais à l'époque, puisque c'était l'époque de l'annexion de la nationalité allemande, choisira de s'installer comme avocat à Metz, deviendra député de Thionville, puis sera nommé ministre et occupera notamment le poste de ministre des Affaires étrangères. Résolu à empêcher une troisième guerre mondiale, il œuvrera dans le gouvernement de l'après-guerre pour que son pays fasse le pari que la mise en commun des productions de charbon et d'acier fasse que toute guerre entre la France et l'Allemagne, historiquement rivales, devienne, selon ces termes, non seulement impossible, mais matériellement impensable. Ainsi, demain est le jour anniversaire du 9 mai 1950, date à laquelle fut prononcée la déclaration Schuman, qui, avec l'Europe dévastée de l'après-guerre, allait néanmoins sceller la réconciliation de la France et de l'Allemagne et lancer la grande aventure de l'Union européenne. Cette commémoration est aussi l'occasion de souligner toute l'intelligence dont ont su faire preuve des dirigeants politiques à pareille époque. En écartant les sentiments revanchards, en refusant de se plier aux sentiments qu'inspireront la prise de connaissance de la réalité et de l'ampleur des camps d'extermination, tout en ayant conscience que pas une famille française n'a été épargnée par cette guerre, ils vont refuser le repli sur soi, l'intolérance, la haine, la violence, la vengeance. À celui que hier encore ils combattaient durement, pour la deuxième fois en une seule génération d'écart, ils vont tendre une main fraternelle et en faire un partenaire. Et cela nous a garanti la paix en Europe, mais aussi un essor économique rapide. Entre 1946 et 1973, la France connaît une période de très forte croissance que l'on appellera les 30 glorieuses. Grâce au traité CECA et à l'Europe, la France redevient une puissance économique majeure. Et si certes nous avons connu des guerres, ce fut toujours en dehors des frontières de l'Union européenne, étant souligné quand même qu'à pareille époque, elle n'est pas très importante, cette Union européenne, et que notamment la guerre de Bosnie se situe en dehors de l'Union européenne de l'époque. J'aurais dès lors aimé pouvoir vous dire, comme tout à chacun l'a dit après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, plus jamais cela.
Cependant, force est de constater que l'homme ne peut pas s'empêcher de guerroyer, comme nous le rappelle l'actualité quotidienne. Néanmoins, nous n'avons plus combattu l'Allemagne, ni connu de guerre entre pays membres de l'Union européenne. Alors, on peut critiquer l'Europe, qui est loin d'être parfaite, mais une chose qu'on doit au moins lui reconnaître, c'est la paix qu'elle a garantie. Il est donc, à mon sens, indispensable de poursuivre cette construction européenne dans l'esprit de Robert Schuman, dont la maison accueillera bientôt la flamme olympique, autre symbole fort de l'union des peuples. Ces valeurs communes de solidarité, de partage, cette acceptation de l'autre avec toutes ses différences, cette entraide, bref, cette humanité nous garantira la paix. Mais la paix a un prix que nous avons oublié. Si vis pacem para bellum, ou si tu veux la paix, prépare la guerre, locution latine exprimant la doctrine selon laquelle la force militaire est la première ou la principale garantie pour maintenir la paix. Même si certains en doutent, et j'en faisais partie, c'est en tout cas une réalité depuis des siècles de civilisation, réalité qui nous est durement rappelée par la guerre actuelle en Ukraine. Socrate disait « Sache qu'il y a en toi un principe d'excellence qui doit guider tes actions, la raison. » Malheureusement, cette raison doit nous amener au constat que l'homme n'a pas évolué, qu'il demeure et continue à être un guerrier. J'aurais aimé vous dire qu'on a su tirer les leçons des guerres mondiales, qu'après ce 8 mai 1945, nous avons élevé notre regard, abandonné notre égoïsme, que nous sommes sortis du consumérisme, que nous avons ouvert notre esprit, notre cœur, notre pays pour lutter ensemble contre la misère qui règne dans nombre de pays, misère économique et intellectuelle qui est le berceau de la violence, de la révolte et du terrorisme. Si certains l'ont fait, d'autres préfèrent céder à la peur, en prônant le repli sur soi, le rejet des autres, tel qu'en témoigne la montée de l'extrême droite. Célébrer le 8 mai 1945, c'est aussi célébrer la mémoire de Jean Moulin et des résistants. C'est garder à l'esprit que ce devoir de résistance se perpétue, même après la fin de la guerre, et que la lutte pour un monde meilleur, celui que nous voulons tous pour nos enfants, exige de nous du courage et des sacrifices. À notre niveau, préparer cette guerre pour assurer la paix, c'est opposer notre résistance à tout système politique autoritaire, au populisme, au nationalisme et au totalitarisme, notamment par l'exercice de notre droit de vote. Alors, puisque c'est la voie la plus facile pour nous de nous exprimer, que c'est celle qui nous est garantie par notre démocratie et de notre République, je vous invite à construire par ce biais également une Europe humaniste en observant notre devoir de mémoire, de vigilance et en continuant à être des résistants pour honorer tous ceux qui ont combattu pour qu'aujourd'hui nous soyons et demeurions français alors que nous aurions pu être allemands ou appartenir à une autre nationalité si ces gens-là n'avaient pas œuvré pour le bien de tous. Merci de votre attention. Vive Amnéville, vive la France, vive la République.